Soyez les bienvenus à cette rencontre organisée par Projeunesse dans le cadre de notre projet de cohésion sociale, la décolonisation de la pensée. Cette rencontre que nous avons intitulée Confinement, liens sociaux, quelle construction, quel maintien du lien social. Alors, comme nous l'avons déjà évoqué dans les textes de présentation de cette activité, la réalité globale actuelle liée à la pandémie nous a permis de remettre au goût du jour et de façon beaucoup plus large et visible une série de réflexions sur les faiblesses de notre modèle de santé de manière générale, sur les limites du modèle néolibéral qui privilégie, on le sait, des grandes multinationales au détriment du respect de la protection de la vie humaine et de la nature. Mais cette pandémie nous a permis aussi, en parallèle, avec la question, en parallèle avec la question politique et économique, de remettre au goût du jour la question de la construction et du tissage des liens sociaux. Et c'est là en raison du confinement, de la distanciation sociale que nous sommes forcés de respecter actuellement. Donc, penser à la construction des liens sociaux nous mène alors logiquement à s'interroger sur l'idée du commun, du collectif, de la collectivité, à l'idée du réseau, de même qu'à l'intersubjectivité des acteurs sociaux, et ainsi qu'à notre rôle individuel et notre engagement au sein de cette construction. Alors, penser à la construction des liens sociaux nous mène également à s'interroger sur ces valeurs, sur les principes ou les idéaux qui motivent cette construction en dehors des nécessités purement matérielles. Alors, s'interroger sur les tissages des liens sociaux nous pousse alors à réfléchir sur les moyens et les outils nécessaires pour y parvenir. Et enfin, cela nous pousse aussi à s'interroger sur la représentation de l'autre, sur la construction symbolique de l'altérité, sur l'autre virtuel, l'autre réel, et sur les corps comme élément central des interactions humaines, les corps aujourd'hui confinés. Cependant, voilà, nous n'avons pas la prétention de répondre aujourd'hui à toutes ces questions. Nous voudrions tout simplement vous apporter quelques éléments de réflexion sur la question du lien social dans les contextes actuels de cette pandémie globale. Donc pour cela, nous avons invité 3 intervenants qui nous avons proposé de partager avec nous quelques pistes sur comment considérer, comment raisonner sur la question du tissage des liens sociaux et les enjeux de la construction du collectif dans les contextes actuels du confinement. Nous sommes forcés d'appliquer une distanciation sociale physique. Voilà, dès lors, nous avons les plaisirs de compter sur la participation de Stéphanie Franck. Bienvenue Stéphanie. Bienvenue. Stéphanie est professeure des morales dans l'enseignement secondaire. Elle est aussi détachée pédagogique au sein de l'ASBL Philocité depuis 2015. Alors, depuis lors, elle pratique la philosophie avec tous les publics en tant qu'animatrice et que formatrice. Et dans sa pratique, elle aime tisser des liens entre la philosophie, les arts et les sciences. Nous avons également parmi nous Axel Pleck. Axel est professeur dans l'enseignement secondaire et à l'agrégation d'art. Il est détaché pédagogique au sein de l'ASBL Philocité également, depuis bientôt 4 ans, et où il assure des animations et des formations aux nouvelles pratiques philosophiques. Alors, parallèlement à ça, il est aussi un des fondateurs de l'ASBL RET Laboratoire Pédagogique. De la même manière, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Julien Lanard. Julien est détaché pédagogique auprès de l'ASBL Forgy. Il travaille autour des animations d'événements et des dossiers qui utilisent des jeux vidéo dans un cadre pédagogique, culturel et créatif. Il est membre du laboratoire des jeux de monde
jeux et des mondes virtuels, les Lab JMV, et co-organisateur de Hashtag Kit au sein de Digital Wallonia. Il écrit pour divers sites et revues depuis 2007, essentiellement à propos du rétro gaming, de la philosophie dans les jeux vidéo. Voilà. Alors, avant de céder la parole aux intervenants, je vous explique rapidement comment on va procéder, quelle sera la dynamique de cette soirée. Donc, en fait, chaque intervenant aura entre 5 et 7 minutes pour son intervention, pour son exposé. Ensuite, nous allons essayer de susciter un petit débat entre nous quatre. Et puis, nous allons ouvrir la parole au public, aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, pour une série de questions-réponses. Donc voilà, je cède la parole à Stéphanie. Donc, on a décidé, avant de commencer, c'est Stéphanie qui commence, puis c'est Julien et puis Axel. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. J'hésitais encore entre prendre mes feuilles et vous voir ou regarder mon document. Donc, je pense que je vais regarder mon document informatique et puis aller voir votre bobine de temps en temps pour voir comment vous réagissez. Donc, je vais faire un peu comme Nicolas, c'est-à-dire avoir les yeux qui suivent un document en essayant de respecter le timing qui m'a été demandé. Alors, moi, je vais commencer cette intervention en vous disant que donc je suis praticienne de la philosophie et que vu que ce qui est attendu de moi, c'est de mobiliser des outils philosophiques, interroger le cadre, c'est le premier. C'est-à-dire, vous précisez d'où je parle. Comme vous le savez, je suis derrière mon ordi, n'est-ce pas? Et vous ne voyez en gros que la moitié supérieure de mon corps. Vous m'entendez. Alors, je vois bien, enfin, j'ai vu en tout cas tout à l'heure Axel, Julien et Nicolas. Et puis, il y a ceux qui m'entendent et qui me voient que je ne connais absolument pas. Et donc, ça me met dans un drôle d'état, ça. Et je trouve que, j'estime en tout cas devoir déjà dire que cette manière d'être en présence sans être en présence est assez étrange. Je pense que c'est important déjà de le relever, même si c'est maintenant assez anodin, parce que sur la question du lien social et de sa construction, il faut avoir ça à l'esprit tout de même pour rester pertinent. Je veux dire par là que quand je me pose la question du cadre dans lequel j'ai envie d'intervenir, j'ai envie d'inviter les gens à une disposition qui est une disposition de franchise. Et c'est pour ça que je me dois de l'avoir envers vous que je ne connais pas. Bon, voilà. La disposition de franchise, elle réside en ceci, c'est que je vais faire certaines choses et je ne vais pas faire certaines choses et je dois vous le dire tout de suite. Comme ça, vous pouvez vous déconnecter ou arrêter de chatter ou aller faire autre chose et vous savez en gros à quoi vous attendre. Bon, voilà. Donc, l'émission que Nicolas nous propose d'investir aujourd'hui, c'est décoloniser la pensée, décolonisation de la pensée. Donc, je ne voudrais pas que vous attendiez un show télévisé, vous voyez, où on ferait de la pratique philo, des conseils philo, tuto philo, trucs et ficelles philo. En gros, vous seriez dans un moment un peu particulier où vous seriez pris par la main comme ça par une experte, hein, là ce serait moi en l'occurrence, qui viendrait vous dire écoutez, par cette période de confinement, rien de tel que de revisiter tel classique philo ou telle pratique philo sur soi, tel type d'exercice, etc., s'avère être la chose à faire en ce moment. Voilà, rien de tel, d'accord? Rien de tel en ce qui me concerne en tout cas. C'est pas comme ça qu'on pratique d'ailleurs au sein de la SBL. On ne vient pas aller dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Donc il n'y a rien de prêt à penser. C'est vraiment dans l'échange que ça se passe et aussi dans la méthode, puisqu'il y a un deuxième geste philo, c'est d'interroger le problème. Alors, Nicolas a dit beaucoup de mots, j'en dis beaucoup aussi d'ailleurs. Je vais en tout cas concentrer ma prise de parole, qui doit être brève, sur 3 moments, 3 concepts, on va dire, ou 3 couples de concepts, pour questionner les évidences. Alors, le premier geste que je vais avoir, c'est de mettre en présence cohésion sociale et distanciation sociale et d'interroger ces 2 termes-là. La deuxième chose que je vais faire, c'est de se demander un peu construction sociale, au sein de quel monde et qu'est-ce que c'est que ce couple réel virtuel qui semble aller de soi, dans le monde d'avant le confinement et dans le monde du confinement. Et puis, il y a aussi un présupposé qui me semble à l'œuvre, qui est que les interconnexions numériques seraient peut-être le seul moyen de tisser des ponts entre les personnes aujourd'hui. Vous voyez? Alors, je me lance. Est-ce que jusque-là, je regarde Nicolas? Ça va, Nicolas? Ça va très bien. C'est pas trop peu. C'est bon, ok. Non, alors, je continue.
Donc, le premier outil que je peux mobiliser, c'est l'autodéfense intellectuelle. On n'est pas les inventeurs à philociter de cette technique, évidemment. On la mobilise et on forme à l'autodéfense intellectuelle, notamment quand on a face à nous des concepts qui sont évidents. Et cohésion sociale, c'est évident. Aujourd'hui, on en parle à toutes les sauces, y compris dans le monde politique. Et quand on se rend compte qu'un concept a une histoire, on va un peu chercher d'où il sort, qui l'a inventé et pourquoi et dans quel contexte et quelle était la signification de ce mot-là. Et pour ce qui est de cohésion sociale, on voit que il y a déjà eu un glissement de sens. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la cohésion sociale, mais en gros, cohésion sociale, vous tapez sur Internet, cohésion sociale Belgique, politique, vous voyez PCS, plan de cohésion sociale, lutte contre les discriminations, contre les inégalités, vous voyez des programmes qui servent normalement à permettre aux plus fragiles d'avoir accès aux droits fondamentaux, etc., etc. Et quand on se met à réfléchir concrètement sur les réalisations concrètes de ces PCS ou d'autres choses encore, on ne peut pas dire dans les faits qu'il y ait une réelle réduction des inégalités sociales. Vous voyez, c'est un peu comme ces mots, pardon, moderniser les services publics ou dégraisser les entreprises. On voit en gros que ça recouvre des réalités qui sont tout autres que ce qu'elles annoncent et qu'en gros, elles dissimulent souvent une réalité d'exploitation où c'est les plus vulnérables qui encaissent, quoi, en gros. Et donc, distanciation sociale maintenant, si vous voulez bien. Vous voyez, ça, c'est devenu évidemment une réalité. C'est une injonction gouvernementale, élimination des contacts physiques entre les individus, qui est matérialisée par toute une série de dispositifs, frontières, etc. Ça se justifie, je ne vais pas aller remettre ça en cause, des pays ne le font pas, la plupart des endroits dans le monde le font pour limiter, arrêter, endiguer la pandémie du coronavirus. Ça a sa raison d'être en termes de responsabilité individuelle, responsabilité collective. C'est juste que j'attire notre attention sur ce concept qui aujourd'hui recouvre une réalité, d'accord, mais qui on peut en tout cas se demander si la distanciation sociale doit marquer durablement et irrémédiablement notre rapport aux autres. Ça veut dire en gros que hors contexte de pandémie, on pourra bien se demander si distanciation sociale reste une injonction, pourquoi, d'accord? Quels intérêts ça sert? Je veux dire, quelles seraient les raisons d'être de la persistance d'un concept comme celui-là si les raisons d'être initiales n'existent plus. On verra. On continue sur cette idée de construction du lien social dans le couple virtuel, réel, etc. Et je sors de mon chapeau, je regarde là, un premier article que voilà, je vous montre comme ça et en même temps je regarde de nouveau si les 3-4 sont toujours éveillés autour de moi. Donc, c'était un monde diplomatique, c'était il y a un an. Ça s'appelait « Peut-on vivre sans Internet ?» Alors, ça dit beaucoup de choses, évidemment, beaucoup de choses qu'on sait tous. Ça dit surtout que les habitudes sont telles qu'aujourd'hui, avoir un accès à Internet est une nécessité. Et ça dit surtout que les mesures politiques seront prises toujours plus dans cette dynamique que d'une société sans contact où Internet va être une nécessité pour tout le monde, ne fût-ce que pour avoir accès à des droits de citoyens tout à fait basiques comme avoir une assurance, avoir accès à l'électricité, sa fiche de paie, enfin que sais-je encore, quantité de choses. Et qu'il y a malheureusement aujourd'hui encore, de par le monde, quantité de déconnectés, soit par manque d'accès, soit par illectronisme, c'est pas moi qui l'invente celui-là, c'est-à-dire parce que manque de connexion de qualité, manque d'appareils électroniques qu'il faudrait, etc. Alors vous voyez, moi je pose déjà un peu en question, puisqu'on parlait réel virtuel, moi je dis contact sans contact, et distanciation sociale, là que ça revient, voilà, pour moi. Même s'il n'était pas question de ça avant, hein, d'une distanciation sociale, il y avait quand même déjà une frange de la population, et ça ne s'arrangera pas, pour qui les contacts physiques n'existaient plus envers des interfaces nécessaires pour assurer leurs droits fondamentaux. Et dans cet article, qui était assez sympathique, parce qu'à un moment donné, un petit citoyen qui dit comme ça, finalement, même quand on ne parle pas la même langue, on va à un bureau de poste, un bureau, une banque, enfin je ne sais pas moi, un comptoir de l'ONEM, que sais-je, c'est l'Office national de l'emploi en Belgique, et on arrive toujours à se comprendre, à affiner nos émotions, il y a ce regard, vous voyez, un regard humain, un échange. Là-dessus, je regarde un peu à quoi ressemblent vos regards à vous, mais bon, voilà.
Je ne vois pas grand-chose, évidemment, avec l'écran. Mais bref, il y a quelque chose qui passe dans le physique, dans ce rapport corporel, et qui ne peut pas passer par la tablette. Et alors, il pose naïvement cette question aux citoyens, mais comment ils se regarderont les gens demain? Est-ce qu'ils vont comprendre encore les codes qu'on a, nous, pour l'instant, naturellement dans les yeux? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme un saut anthropologique de est-ce qu'on peut se comprendre comme ça? En passant, alors si c'est une demande de paiement, on n'a peut-être pas vraiment à se comprendre, mais très vite, on a à se comprendre quand même. Vous voyez? Alors, deuxième petite chose que je sors de mon chapeau, je sais que le temps m'a pressé, c'est ceci. Alors, ceci, ce n'est pas pour faire de la publicité pour les quotidiens en question, c'est juste que ça traînait comme ça sous mon regard, et puis vu qu'il y avait cette opportunité de se voir, je me suis dit c'est l'occasion. Alors en mars-avril, Imagine ne savait pas encore que nous serions en confinement et il sortait tout un dossier sur la 5G avec une brochette d'experts en tout genre. Il y avait des juristes, des politologues, des neuropsychiatres, etc. Plein de gens qui parlent des écrans. Et oui, Julia, les écrans. Alors évidemment, je ne vais pas en faire toute une tartine, surtout que je ne suis pas du tout experte en la matière. Ce qu'ils disent en gros, c'est qu'on va avoir évidemment beaucoup plus de facilité, enfin pour ceux qui ont la technologie, évidemment, pour communiquer, enfin en tout cas se filer des vidéos, faire des jeux vidéo. Il y a tout un trafic qui va se développer. Ils disent en gros que c'est toujours plus de la même chose, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 75% du trafic qui concerne l'échange de vidéos et qui concerne des objets connectés. Donc, ce n'est pas nécessairement pour autre chose que pour du confort que l'utilisation d'écran se passe généralement, je dirais. Et de la même manière, quantité de, notamment Neuropsy, qui a écrit un super article qui s'appelle « Une fabrique de crétins digitaux », disait qu'actuellement, les enfants occidentaux de moins de 2 ans passent 50 minutes sur les écrans, 2h45 en 3 heures quand ils ont jusqu'à 8 ans. Et puis de 8 à 12, ça monte à 4h40 par jour. Et puis de 6h40 pour les 13-18 ans. En gros, ça nous fait 40% de temps de veille. Et qu'il ne faudrait pas parier qu'en cette période de confinement, il y ait une augmentation un peu plus importante encore. Alors, de là, on passe par les effets, etc., peu importe. À nouveau, la pratique philo nous invite à essayer de dézoomer. En gros, on a un point de vue à un moment donné sur une chose, et si on multiplie d'autres points de vue, économiquement, écologiquement, médicalement, anthropologiquement, politiquement, qu'est-ce que ça donne finalement à penser? Ben, ça donne à penser que dans un système, et Nicolas l'a dit, qui est capitaliste, okay, libéral, etc. Un philosophe de l'UC Louvain disait profondément libidinal, j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec une fascination que ces écrans permettent pour s'accomplir dans le capitalisme matériel, c'est-à-dire avec cette emprise également qu'on donne volontairement. Il y a une telle disciplinarisation et une telle volonté de donner, de transmettre des données, sauf si on est outillé et qu'on est en résistance, que la question même, finalement, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport aux autres, de notre rapport au pouvoir, de notre rapport à la vie privée, à la liberté, on peut aller comme ça, dézoomer à l'infini, se pose, mais furieusement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces nouvelles technologies et de la construction sociale? Je dirais 2 choses, et puis j'en passerai aux réseaux sociaux avec une petite lecture, et puis je terminerai là parce que je pense que mon temps sera bien épuisé. Ce que les nouvelles technologies permettent, bien entendu, en termes de construction sociale, c'est un renforcement de l'entre-soi. Le terme de cohésion sociale, finalement, tel que le pensent les sciences sociales, c'est-à-dire une augmentation de l'intensité des relations des gens entre eux, c'est ça. On est de moins en moins confrontés à l'altérité, on est de plus en plus entre nous enfin, je veux dire, ça serait vraiment le biais de confirmation, quoi, à se renvoyer à soi-même ce qu'on sait déjà et à se conforter plutôt que se confronter. Et aussi une autre chose, c'est qu'on a de moins en moins à décider pour nous-mêmes, puisque big data, algorithmes et quantité d'autres choses qui font qu'en gros, on est plutôt, ça c'est une autre expression, mais de la chair à algorithme au désir téléguidé, vous voyez, grosse citation comme ça, mais qui disent qu'en gros, le gouvernement de soi-même ou le gouvernement que la politique pourrait avoir à l'égard des collectifs,
s'il n'est pas réellement contrôlé par les citoyens, eh bien, il s'évapore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les domaines de l'action, que ce soit à l'égard de nous-mêmes, que ce soit pour prendre une décision de justice, etc., il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites, des aides algorithmiques en quelque sorte, qui aident à y voir clair dans les jugements qu'on peut avoir et qui peuvent en gros nous aider, mais aussi on va prendre moins de risques possibles. Vous voyez, donc ça pourrait tout à fait être un algorithme qui pense à notre place au final, pour dire la chose un peu simplement. Dernière intervention de ma part, c'est cette idée d'Internet et puis des réseaux sociaux et cette idée du chez-soi. Voilà. Je trouvais ça intéressant de sortir de mon chapeau un dernier bouquin. Alors, je regarde s'il est visible si je fais ça. Voilà. C'est Mona Chollet, qui est journaliste, qui écrit Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, et qui explique que Internet, ok, elle voit bien ce qui est de l'ordre du discours politique de réduction de la vie privée, emprise totalitaire, etc., qui pourrait réduire réellement nos libertés par la suite. Mais elle dit que surtout, il y a pour elle les réseaux sociaux. Et voilà un petit peu ce qu'elle dit, je traduis un peu ce qu'elle dit, je vais lire un peu aussi ce qu'elle dit. Elle dit qu'auparavant, en tant que journaliste, Internet, elle allait volontairement chercher de la documentation et elle avait comme ça ses sillons, qui étaient toujours à peu près les mêmes, ces mêmes ressources. Ça ne l'empêchait pas de faire quantité d'autres choses. Et puis, quand elle s'est inscrite sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest et sur quantité d'autres bazars, elle dit c'est comme si à partir de ce moment-là, j'étais restée solidement campée sur le rivage, à me contenter de lancer de temps à autre mon hameçon dans le flot numérique. Et puis là, subitement, une main géante en avait émergé et m'avait empoignée pour m'y faire plonger la tête de la première. Alors elle dit en plus qu'il ne s'agirait pas d'être dédaigneux à l'égard des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, j'imagine. Mais que cette absorption totale dans une interminable divagation interactive fait que son temps social est quelque chose qui l'absorbe. Voilà, ça l'enchaîne, d'accord? Donc ça veut dire que pour elle, c'est moins le fait de donner personnellement et toute sa vie à des gens qui pourraient décider pour elle et ne plus protéger sa vie privée qui la tracasse, mais c'est que elle a tellement peur de rater quelque chose qui se passe pour rester en contact avec les autres, parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui sont jour et nuit connectés, qu'à n'importe quel moment, il se passe des choses, que sa propre manière d'habiter en est transformée, non seulement son espace, mais aussi son temps. D'accord ? Donc c'est là que je me dis, et puis peut-être que je peux terminer là-dedans avec ça, même si j'ai quantité d'autres choses à dire, mais je crois que sinon, c'est dur de m'interrompre et je ne voudrais pas laisser à Nicolas trop cette responsabilité-là, donc je vais poliment m'arrêter là. Je pense qu'à partir du moment où on se demande, tiens, qu'est-ce que c'est la construction sociale partant de confinement, il faut peut-être déjà se demander, est-ce que ça change vraiment quelque chose par rapport au monde dans lequel on était, donc comment on construisait nos rapports sociaux, d'accord? Donc ça veut dire quelle était notre perception de l'espace, quelle était notre perception du temps, comment était concrètement notre rapport aux autres, est-ce qu'il y avait déjà une pratique de la dématérialisation qui était là, et puis évidemment de se demander est-ce qu'on sort de chez soi, et quand on sort, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire, parce qu'on peut sortir, nous, ici en Belgique, d'accord? Donc, c'est-à-dire quelle construction sociale on est en train d'élaborer, que ce soit connecté, mais aussi en dehors de nos connexions. Voilà un petit peu le champ que je vous ouvre là, et je vous remercie déjà d'avoir écouté un peu toutes ces petites choses. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Julien? C'est assez vertigineux. À un moment, j'ai barré toute mon intervention, tout ce que j'avais préparé pour me dire, ah ben voilà, on va juste discuter du numérique, il y a 1000 choses à dire pour rebondir sur ce que Stéphanie vient de dire, parce qu'effectivement, ça questionne effectivement énormément de choses. Je vais peut-être très rapidement, moi j'ai mis un minuteur et je vais le lancer. Comme ça, je saurai quand je dépasserai. Je ne vous promets pas de m'arrêter pour autant, mais je saurai quand je dépasserai mon temps en tout cas. Donc, très très rapidement, ce qui est absolument passionnant sur ce que Stéphanie évoque et ce que ça dit de nos sociétés,
du politique et du lien social, c'est qu'effectivement, le numérique aujourd'hui a pris une place qui est tout à fait interpellante et qui n'est pas inévitable. Ça ne veut pas dire que le numérique tel qu'il est aujourd'hui est le seul numérique qu'on pourrait concevoir. Ce qui est même très intéressant, c'est que le numérique tel qu'il a été pensé dans les années 60, par exemple, 60 et 70, était essentiellement en dehors, en tout cas, de la conception. Le numérique, au départ, est essentiellement une création militaire, mais en dehors de cette création militaire, il y a ce qu'on a appelé la culture hacker, qui, au contraire, elle, était très, très pensée vers une contre-culture et vers une décentralisation. Et cette culture était pas forcément anticapitaliste, mais en tout cas était très, très libérale au sens américain du terme, et très de gauche globalement, et donc elle voulait autre chose. Et ce qui est en fait nous a amené aujourd'hui le numérique tel qu'on le connaît, c'est-à-dire une domination aujourd'hui. Donc vous avez dans la capitalisation, donc dans les 200 plus grosses capitalisations boursières américaines, cette semaine, les 5 GAFAM font 20% de cette capitalisation. Donc on a aujourd'hui des sociétés qui sont plus puissantes que la plupart des États sur Terre, qui ont des capitalisations délirantes et qui ont un poids très très fort. Et tout ça, en fait, ça n'est pas du tout écrit dans le numérique, c'est écrit dans le modèle économique. Et c'est ça qui est très, très interpellant et très questionnant. Et que donc aujourd'hui, si nos liens, par exemple, maintenant on utilise un logiciel Zoom qui est très, très, très décrié pour son modèle économique, pour ses intrusions dans la vie privée. Et ce que Stéphanie relevait, donc en disant, ben oui, aujourd'hui le numérique, c'est notamment le problème de la vie privée, mais pas seulement, c'est aussi ce qu'on appelle une économie de l'exploitation. Toutes les économies capitalistes sont des économies de l'exploitation, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la nouvelle matière exploitée, ce sont nos ressources. C'est-à-dire que nous minons perpétuellement de la ressource. Par exemple, ici, voilà, moi, j'utilise un fond pour cacher l'arrière, pour cacher mon chez-moi, mon chez-soi. Et ce fond, il fonctionne parce que ça fait une décennie que des intelligences artificielles sont entraînées à pouvoir entourer automatiquement ce qu'elles reconnaissent comme des êtres humains. Et tout ça, ça a été entraîné par des individus qui utilisent, quand vous détourez des photos sur Facebook, quand vous taguez des photos sur Facebook, etc., en fait, vous travaillez à générer de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est essentiellement humaine, hein, encore. Et donc voilà, et ça, en fait, c'est la question, effectivement, des modèles économiques derrière le numérique qu'on utilise. Et ce qui est très, très intéressant, évidemment, dans la situation actuelle, c'est que le numérique, aujourd'hui, dans la situation de confinement, il est absolument crucial et central. Il est inévitable. Et d'ailleurs, dans un discours médiatique global, c'est à peu près la seule chose qui est proposée, c'est de toute façon toujours des solutions numériques. Ça ne veut pas de nouveau dire que ces solutions ne sont pas intéressantes et qu'il n'y a pas des possibilités, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une absence de vision politique qui est très très frappante en s'abandonnant à certaines sociétés qui ne sont pas respectueuses des droits, ni des droits individuels, ni même des droits humains pour toute une série de sociétés. On pense à Amazon en particulier, qui aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'Amazon espionnait donc ses employés pour les empêcher de se syndiquer. Donc Amazon dit qu'il ne sait pas si ses employés sont malades, mais il sait si ses employés se syndiquent. Donc voilà, n'achetez pas sur Amazon, c'est une entreprise tout à fait détestable. Voilà, et donc moi, mon intervention, j'avais plutôt proposé de parler... Ah merde, j'ai mis 5 heures. Au lieu de mettre 5 minutes, j'ai mis 6 heures. Bon. Pas mal, pas mal. Ouais, oui, je pense que c'est un lapsus. Désolé. Mais je vais faire plus court quand même. Il me reste 2 minutes. Donc je voulais rapidement parler de la question du jeu et du jeu vidéo, de la question du lien social. Comme Axel et Stéphanie parlaient donc de manière plus abstraite, je me dis que ça pouvait être intéressant, puisque moi je travaille essentiellement avec du jeu et du jeu vidéo, de réfléchir à ce que le jeu aujourd'hui est utilisé pour faire du lien social. Et donc la première chose qui est très intéressante à réfléchir avec le jeu et le jeu vidéo en particulier, c'est qu'en fait le jeu de tout temps a toujours été un vecteur social. C'est inhérent au jeu, c'est-à-dire qu'en fait les jeux par nature mettent en place toute une série de situations qui sont sociales par nature. Donc la première chose évidemment c'est les règles. La règle c'est le rapport aux autres, c'est le rapport au cadre, c'est le rapport aux limites, mais c'est le rapport à la puissance, à la capacité d'exploiter les règles, c'est les rapports de force, c'est les échanges, les compromis, l'acceptation, aussi bien accepter la défaite, accepter les règles, accepter le déroulement du temps. Ce qui est très intéressant dans une logique éducative par exemple, c'est qu'on utilise beaucoup le jeu avec des jeunes enfants pour les inscrire dans le temps.
parce que le temps du jeu, qui est un temps tout à fait particulier, mais permet d'appréhender justement un autre temps que le temps purement subjectif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeux, toutes les formes de jeux, font toujours société. C'est-à-dire que même les jeux qui se jouent purement de manière individuelle, on a beaucoup reproché aux jeux vidéo d'isoler et de plonger ceux qui y jouent dans une sorte de solipsisme. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un discours qui est extérieur au jeu. C'est-à-dire que c'est un discours qui est globalement porté par des personnes qui ne jouent pas et qui n'ont pas de compréhension de ce qu'est le jeu par nature. C'est-à-dire ce qui est intéressant avec le jeu vidéo en particulier, mais c'est vrai que le jeu société aussi, c'est que c'est un média qu'on ne peut comprendre que si on le pratique. Là, ce qu'on en regarde est très différent de ce qu'on en pratique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement, il y a des chercheurs, par exemple, à l'ULG qui montrent bien ça, enfin des chercheuses en l'occurrence, c'est que les usages du jeu sont très différents de ce pourquoi ils sont conçus. Et c'est ce pourquoi, par exemple, même un média aussi commercial que le jeu vidéo, on parlait de capitalisme, et peut être tout à fait détourné et réapproprié vers d'autres usages que ce pourquoi il a été conçu. Et donc, vous avez des jeux tout à fait solo. Voilà, moi, quand j'étais enfant, évidemment, Internet n'était pas encore démocratisé. Donc, on jouait à des jeux individuels, mais on en parlait ensuite. Et les échanges qu'on avait autour de ces jeux se retrouvaient dans la pratique qu'on avait ensuite et avant. Et donc, il y a toute une interaction. Et puis, on est en interaction aussi avec les créateurs et les créatrices. Et donc voilà, ça c'est déjà la première, ce en quoi les jeux font société. Ce qui est intéressant évidemment dans la situation qu'on connaît, c'est que les jeux en particulier, en général, et les jeux vidéo en particulier, maintiennent des formes de socialisation au-delà du confinement. C'est-à-dire que les jeux vidéo ont toujours été des espaces sociaux, je viens de vous donner quelques exemples, mais en fait pour des raisons essentiellement économiques, les jeux aujourd'hui sont presque tous devenus des réseaux sociaux. On va prendre un exemple qui je pense est assez connu, c'est Fortnite. Fortnite qui a un succès absolument délirant, qui est un jeu qui est très questionnable sur beaucoup d'aspects, mais qui est aussi de grande qualité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que Fortnite est essentiellement pratiqué par les préadolescents. Donc en gros, c'est entre 8 et 15 ans. Et leurs pratiques, quand on les analyse, sont des pratiques qui ne sont pas du tout prévues initialement. Il faut bien comprendre ce que c'est Fortnite. C'est un jeu qui se joue à 100 joueurs, où il y a une carte. Donc en gros, l'objectif, c'est de s'éliminer réciproquement dans une ambiance relativement cartoon. Ce n'est pas un jeu d'une grande violence graphique. Et donc, évidemment, l'essentiel du temps, quand on est éliminé, on attend la partie suivante. On peut aller chercher une autre partie, mais souvent on attend et on discute. Et en fait, on se rend compte que l'essentiel de la pratique des joueurs, ça n'est pas de jouer, c'est de discuter. Et donc, Fortnite devient un réseau social. Et avec des dérives inévitables, parce que de nouveau, le modèle économique encourage, enfin comprend, le jeu n'a pas du tout été créé comme ça. Il a été réapproprié par les joueurs et les créatrices ont compris comment monétiser cela. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, sur Fortnite, l'essentiel de l'argent que Fortnite génère, c'est par la vente de cosmétiques. Et donc, l'idée, évidemment, c'est que quand vous êtes dans un réseau social, vous existez à travers le regard des autres. Et donc, vous devez vous afficher à travers le regard des autres. Et donc, vous avez, par exemple, des joueurs, ce qu'on appelle les joueurs et les joueuses qui ne dépensent pas d'argent dans Fortnite, ne vont pas pouvoir se distinguer en termes cosmétiques. Et il y a un terme qui est très, très, très violent pour désigner ça, sont les bambis. Ce sont les joueurs qui viennent de commencer ou qui n'ont pas mis d'argent dedans. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le modèle économique génère aussi des interactions sociales, reprend la main sur des interactions sociales et remet aussi en avant des différences de classe sociale et génère aussi des comportements violents à ce niveau-là. Et alors, pour terminer peut-être de manière plus positif sur ce que le jeu permet, le jeu en général, le jeu vidéo en particulier, c'est qu'en fait, ce sont aussi, dans la situation de confinement, c'est un espace de socialisation choisie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de monde, on n'a pas d'études, évidemment, on est en plein dans le phénomène, donc on n'a pas d'études claires et nettes, on ne peut que se baser sur ce qu'on a pu étudier sociologiquement du jeu en ligne au préalable. Et en fait, c'est le fait que vous jouez avec des personnes avec qui vous avez choisi de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, durant le confinement, probablement, c'est ce qu'on a comme quelques retours, en tout cas, c'est on joue avec des amis, des gens qu'on connaît déjà. Et donc, c'est une manière de se retrouver autour du jeu vidéo. Où le jeu vidéo, souvent d'ailleurs, ne devient lui-même qu'un prétexte à se retrouver, à parler, à échanger et à animer une conversation. Et c'est aussi une manière de rentrer dans d'autres lieux et de rentrer dans d'autres histoires. Parce que, effectivement, le confinement peut être, on en parlait juste avant le lancement de la conférence, le lieu va beaucoup changer. Évidemment, si vous faites un confinement à la campagne, en ville, et en ville sans terrasse ou sans jardin, en ville dans certains quartiers, on l'a encore vu malheureusement ici ces derniers temps que
la violence du confinement n'est pas la même selon le quartier dans lequel on habite. Moi, personnellement, vivant à Bruxelles, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit d'une personne des forces de l'ordre. Je respecte le confinement, mais je n'ai jamais été confronté à n'importe quelle violence. Et donc, tout ça, ce qui peut être pesant, le jeu permet évidemment de vivre dans un autre espace, de vivre dans une autre narration. Et étonnamment, ça peut paraître contre-intuitif quand on ne connaît pas le jeu vidéo, mais le jeu vidéo peut aussi être une manière justement de relâcher la pression. Et en sortant, de relâcher. Et ce qui est intéressant peut-être à questionner justement, c'est comment se fait-il que on soit dans une société dans laquelle il y ait un tel besoin de sortir. Et ce besoin, il existait déjà auparavant. On a, pour terminer sur les jeux, on a parlé des écrans, de l'addiction aux écrans, etc. Aujourd'hui, voilà, scientifiquement, il n'y a pas d'addiction aux écrans. On n'a pas prouvé qu'il y a une addiction aux écrans. On n'a pas prouvé qu'il n'y en a pas non plus, mais on n'a pas prouvé qu'il y en a une. Mais ce qu'on a constaté, et ce qui est effectivement questionné depuis déjà longtemps, c'est ce qu'on appelle les usages problématiques. Donc, c'est-à-dire du surinvestissement dans le jeu, des gens qui vont énormément jouer. On sait à peu près quel type de profil ça concerne, et on sait aussi que ça concerne une tranche d'âge assez précise, c'est-à-dire très souvent des gens qui sortent de l'adolescence pour plonger dans l'âge adulte. Et ce qui est très très questionnant, c'est pourquoi est-ce que ces personnes se réfugient dans une pratique excessive. Alors ça peut être toutes sortes de pratiques excessives. Aujourd'hui, c'est le jeu vidéo qui est pointé du doigt. Et ça, je pense que c'est très très interpellant sur un projet général. Voilà, merci. Merci beaucoup, Julien. Donc, c'est à moi alors. Tout à fait. Ok, eh bien, moi, je ne vais pas mettre de minuteur, mais je vais vraiment avoir un œil rivé sur l'heure parce que je ne veux pas dépasser 5 minutes. Hein. J'avais droit à 5, 7, mais j'en ai donné une à Stéphanie et une à Julien. Mais je garde mes 5 et peut-être même que je serai moins long encore que 5 parce que je crois que, moi, en tout cas, j'ai envie d'échanger et de débattre assez vite. Et en plus, vous avez déjà eu plein d'infos. Donc, moi, je vais aussi partir de ma pratique, hein, puisqu'on a été invité aussi pour ça. Et donc, d'habitude, à Philocité, on est bien souvent animateur. Hein, et donc, parler soi-même de ce qu'on pense, c'est pas ça notre pratique. Notre pratique, c'est de poser une question, généralement, et puis l'animateur, eh bien, collecte un petit peu des éléments pour pouvoir animer la discussion. Alors, comme je ne suis pas en animation, mais que c'est une sorte de débat Facebook, je vais faire différemment. Et comment est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai écrit un petit texte. Je ne vais pas le lire, heureusement. Je vais juste me limiter à des mots-clés que j'ai utilisés. Et donc, mon texte, je l'ai appelé « Confiner mais relier ». Et pour l'écrire, j'ai mis comme ça toute une série de mots-clés. Et je vais mettre ces mots-clés dans le chat. Comme ça, tout le monde les verra. Je vais après commettre une petite bafouille à partir de ces mots-clés, mais qui ne sera pas longue. Mais par contre, j'espère que les participants qui nous écoutent pourront se saisir de tel et tel mot et éventuellement me faire réagir ou questionner quelqu'un d'autre par rapport à ces mots-là, puisque voilà, je pars vraiment de moi confiné pour réfléchir en fait, et j'espère que vous allez pouvoir réagir. Alors, je colle les mots, je les envoie, hein, donc voilà, vous avez dû les recevoir. Oui. Il y a 8 puces, et la dernière puce, ce sont 4 verbes. Hein. Et donc, je dirais pourquoi on termine par des verbes. Donc en fait, moi, si je dois penser le confinement, j'ai d'abord fait une première ligne qui s'appelait donc temporalité, individu et société. C'est dans la durée. Et donc, vous allez voir que plus bas, il y a une ligne avec 4 mots, avant, pendant, après, pause. Hein. Et donc, penser le confinement dans sa temporalité, ça veut dire, ben voilà, on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On a envie d'en sortir. On se rappelle ce qu'il y avait avant, hein, puisque avant on pouvait sortir, aller dans les cafés, voir des concerts, etc. On le vit là maintenant pendant, hein, donc on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire.
on respecte, on transgresse, on fait avec, comme on dit en Belgique. Après, on espère un après, mais on ne sait pas encore très bien les contours qu'il a. Et le mot pause, c'était l'idée que malheureusement, ou peut-être, il faut imaginer que cette situation va se répéter une fois, plusieurs fois, ou voilà, hein, puisque qui dit qu'on sort du confinement dit qu'on risque de devoir y retourner. Ça, c'est pour ma première ligne. Ma deuxième ligne, avantage, inconvénient et penser, agir. Alors, je ne parle pas du penser, agir que j'ai mis à la dernière ligne, mais personnellement, ça veut dire ici, dans ma maison, moi, j'aime bien imaginer cette idée d'avantages et d'inconvénients, hein, puisque confiné mais relié, ça veut dire, eh bien, on doit vivre cette situation. Et donc, j'ai essayé, moi, personnellement, de mettre dans la balance les avantages et les inconvénients. Je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas le temps, mais les avantages, c'est vraiment de l'ordre d'une espèce de redécouverte du chez-soi dont parlait Stéphanie, d'une espèce de mise à plat de toutes les tentations, de toutes les activités, de tout ce qu'on fait pour justement sortir de chez soi parfois de manière compulsive. Et donc voilà, ça je ne m'étends pas. Et les inconvénients, eh bien, alors, il peut y en avoir au niveau personnel, hein, mais je ne vais pas m'étendre. Mais les inconvénients, c'est de voir les morts qui s'accumulent. Ça, c'est une chose, hein. Donc, il y a aussi cette réalité-là des chiffres qu'on consulte chaque matin. Et les inconvénients, c'est aussi eh bien, les conditions différentes dans lesquelles chacun vit son confinement, hein. Voilà, moi, c'est plutôt tranquille. J'entendais Julien qui n'a pas de terrasse, pas de jardin. C'est différent, et il y a des personnes qui sont à 7 ou à 8 ou à 10 dans un petit espace. Donc, il faut penser aussi à ça. Alors, une ligne après, je laisse tomber le penser, l'agir, j'en parlerai après. Une ligne qui m'invite à penser à cette idée de liberté, de sécurité et de contrôle, hein. Alors là, je ne m'étends pas, hein. Moi, j'aspire vraiment à retrouver les conditions telles qu'elles étaient avant. Et j'ai peur qu'on nous fasse passer plein de choses pour notre sécurité. Et donc, je crains vraiment, je crains des choses qui vont se passer après, et je suis un petit peu, comment dirais-je, paniqué à cette idée-là. On parle de distanciation sociale parce que maintenant, elle est nécessaire. Mais je pense que Stéphanie, elle avait creusé cette piste dans son texte, mais elle n'a pas eu le temps d'exploiter. Mais qui nous dit que ces conditions ne vont pas durer, et surtout que des personnes vont se dire mais en fait c'était chouette qu'on arrête les poignées de main, qu'on arrête la bise et qu'on soit vraiment à distance. Et alors le corollaire de tout ça, c'est le contrôle, hein. Moi j'ai très peur avec le contrôle. Voilà, je ne m'étends pas. Ligne suivante, ici, ailleurs, réel, virtuel, voilà, je laisse les mots là et je vous laisse vous en saisir si vous voulez. Quand même parler de cette idée d'être... je parle en tant que personne, Axel, mais on pourrait étendre ça à ma cellule familiale, à mon couple, à mes enfants, et puis mettre ça en regard de ceux qui vivent le confinement en solitude. Et donc, voilà, j'ai aussi envie peut-être de vous entendre sur ce point-là. Les conditions matérielles, les conditions spatiales, voilà, je ne m'étends pas. Je crois que Julien voulait en parler. Julien voulait parler de cette dimension vraiment sociale de la situation. On espère vraiment qu'il y aura un avant et un après, et ça veut dire qu'on pourra réévaluer la situation, d'une part de tout ce qu'on appelle les métiers essentiels, et d'autre part des personnes qui vivent dans des conditions très très dures. Et en fait, avant, on s'en préoccupait peut-être pas trop ou pas assez. Et là, tout d'un coup, on se dit ah oui, mais en fait, à 8 dans un appart, ça ne doit pas être cool. Mais avant, bon, on savait que ça existait, mais voilà. Et alors, j'en viens à ma dernière ligne, hein. Donc, moi, j'aime bien penser avec des mots-clés
j'aurais collecté vos mots à vous si j'avais animé la discussion et on aurait discuté à partir de vos mots. Là, c'était les miens, je m'en excuse, mais c'est le format qui veut ça. Mais j'aime bien aussi mettre l'accent sur des verbes, hein, parce que des verbes, ça traduit déjà une action. Et donc, j'en vois 4 que je voudrais garder et je m'arrêterai là. Je commence par les 3 derniers. Hein. Donc, j'espère qu'il va y avoir qu'on va penser le changement de notre société. Hein. Et donc, voilà, j'ai articulé, changé et pensé. Pendant le confinement, on a été réduit dans notre agir. Pas tous. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont des métiers essentiels ou bien qui s'engagent et qui sont dans la solidarité. Moi, j'ai été assez timide sur ce point-là. Et du coup, je termine par ce dernier verbe. J'ai l'impression qu'on parlait au début de la patience. Hein, un peu de patience, s'il vous plaît, nous disait Nicolas, le temps que ça se fasse. Et en fait, je crois que c'est le verbe que j'ai envie de garder. C'est que j'attends. J'attends vraiment que ça passe. J'attends que ça change. Et je pense cette attente et j'espère avoir des interactions avec vous. Je m'arrête. Voilà, merci beaucoup. Okay. Ok, merci beaucoup Axel. Bon, je remercie à tous les trois pour ces interventions très intéressantes qui nous donnent beaucoup des éléments, des pistes pour réfléchir sur la réalité actuelle. Et du coup, je voulais juste vous proposer commencer par vous demander si vous voulez, par exemple, réagir par rapport aux interventions des autres. Donc, ici, il y a une question ou un élément qui vous a marqué plus particulièrement et sur lesquels vous voulez réagir. Oui. Je lève la main comme à l'école, mais je ne sais pas comment faire. Non, c'est très bien. Disons que quand Julien s'est exprimé sur les jeux vidéo et sur la pratique qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir un peu les comprendre de l'intérieur, ce qui m'a interpellée, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'était les inattendus. C'est-à-dire n'importe quelle pratique génère des inattendus et c'est dans ces inattendus-là qu'il y a quelque chose de neuf qu'il faut réussir à décrypter. Donc là, c'est notamment le travail de Julien qui est de pouvoir les pointer et voir qu'en fait, même si quelque chose est prévu pour, même s'il y a des règles, des normes, des injonctions et tous les impératifs, il y a toujours des inattendus, des gens qui s'emparent de pratiques et qui s'en servent autrement et qui les utilisent autrement. Et c'est, bon, puisqu'il est question de construction sociale, c'est sur ces inattendus-là qui échappent à une forme de contrôle, d'anticipation, qu'il y a moyen de résister, qu'il y a moyen de provoquer ces interruptions, ces décalages qui sont nécessaires à ce qu'une totalité ne soit pas purement et simplement ferrée, quoi. Alors que ce soit via le jeu vidéo, que moi, pour ma part, malheureusement, je ne connais pas du tout, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, je n'ai jamais fait, mais je ne doute pas qu'il y ait là un énorme gain à le faire. Et je ne doute pas aussi qu'en confinement, ça maintient des liens. J'ai entendu autour de moi, en tout cas, des parents qui disaient que les enfants gardaient des liens avec d'autres de la classe grâce aux jeux vidéo, bien plus que grâce aux leçons avec le professeur. Donc, il y a bien quelque chose qui perdure là et qui crée un nouveau mode de communication et des nouvelles ressources, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très interpellant, c'est ça que je voulais dire, mais ce n'est pas une question, c'est juste cette logique d'inattendu qui sauve toujours quelque part. En fait. Voilà. Merci Stéphanie. Il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Oui. Oui, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais du coup, juste un mot sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est aussi de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc moi, j'avais envie de dire que quand je disais confiner mais relier, j'insistais aussi sur le mot relier. Et en fait, pour moi, les réseaux sociaux, hein, et je prends Facebook parce que c'est celui que je vise par ce que je vais dire, en fait, il y a une époque où j'ai pu mesurer la force et la faiblesse, mais parlons de la force aussi de ce réseau. Donc, il y a quelques années, il y a eu tout un sujet autour d'une construction de parking à Bruxelles qui a généré une levée de boucliers parce que les citoyens ne voulaient pas de ces parkings. Et il y avait un parking, notamment au marché aux puces, à la place du jeu de balle,
qui condensait toutes les rancœurs. Et en fait, des groupes se sont formés. Et moi, je me suis rendu compte que durant cet épisode des parkings, eh bien, il y a eu une période comme ça où j'ai engrangé, on va dire, plus ou moins une centaine d'amis en plus. Et c'était des amis que je m'étais fait parce qu'il y avait cette lutte en commun contre les parkings. Alors, c'est une communauté d'intérêt qui fait qu'on avait envie d'échanger. Mais à l'époque, moi, ça n'avait de sens que si je prolongeais l'amitié Facebook dans la vie réelle. Hein. Et donc, la plupart de ces nouveaux amis, pas tous, mais la plupart, j'ai provoqué une rencontre physique dans un café. Et donc, avec le risque de la déception d'un côté ou de l'autre. Mais il me reste des amis de cet épisode. Mais en fait, pour moi, ça n'a pas de sens si ça reste uniquement sur les réseaux sociaux. Il doit y avoir une rencontre en vrai parce que, comme l'a dit Stéphanie, ben, on fonctionne avec un système d'algorithmes et tout ça. Et donc, en fait, pour finir, on est vraiment entre nous, les gens qui pensent contre les parkings, etc., etc. Et en fait, eh bien, je me suis rendu compte avec cet épisode des parkings que les gens qui étaient contre nous venaient voir ce qui se passait dans le groupe. Hein, et donc là, on est sorti un petit peu de cet entre nous. Mais moi, ça n'avait de sens vraiment que si c'était prolongé par une rencontre physique. Depuis lors, je me suis un peu désinvesti de Facebook. Et quand on a des attentats ou quand on a un confinement, une pandémie, j'ai l'impression que Facebook n'est pas la meilleure caisse de résonance et que ça génère beaucoup de choses qui sont… Voilà, enfin, moi, j'ai vu passer 25 000 posts sur le papier toilette que je ne trouvais pas fondamentaux. Et donc, je sais pas très bien. Les parkings, ça passait. Mais après ça, j'ai vu que ça tournait parfois un petit peu en rond. Et alors aussi, il y a un moment donné où on perd le fil de ses amis. Hein. Là, il y a plein d'amis, ils ont changé de nom sur le réseau, je ne sais plus qui c'est. Et là, pour finir, ça devient de moins en moins pertinent pour moi. Voilà. Merci Axel. Pour rebondir ceci, donc j'avais déjà fait plusieurs fois référence à l'intervention de Stéphanie, que je vais un tout petit peu rebondir ici sur ce que disait Axel. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a une chose qui est très très intéressante et que, de nouveau le confinement révèle très 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 fort. Donc, pour prendre un exemple, moi je travaille sur des questions donc d'éducation et de pédagogie, notamment via le numérique, moi essentiellement avec les jeux vidéo. En Belgique, on a une situation tout à fait particulière, donc je vais plutôt prendre la situation de la France. Ce qui est très intéressant avec la situation française, c'est qu'en fait, en France, les budgets sont très élevés et donc la France a construit des outils propres pour l'enseignement à distance, pour l'enseignement numérique, pour la pédagogie inversée, pour toute une série de pédagogies qui utilisent le numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces outils qui maintenant donc, ont dû être testés grandeur nature se sont effondrés, vraiment, ils se sont complètement effondrés. Contrairement à tout ce que dit le ministre, il n'y a pratiquement rien avec les outils publics qui fonctionnent. Et en fait, aujourd'hui, les outils que les professeurs utilisent, mais de nouveau avec beaucoup de débrouillardise, et tout le monde essaye à droite et à gauche de faire des choses, ce sont des outils privés. Et ces outils privés, quelle que soit leur qualité, dont par exemple Zoom que nous sommes en train d'utiliser, ont une logique privée. Enfin, privée. Entendons-nous, le privé, le libre, le non-étatique n'est pas problématique en soi. C'est quand ce sont des structures capitalistes, il faut bien dire ce qui est, c'est-à-dire que leur objectif est de générer de la croissance et de valoriser le capital qui les sous-tend. Et donc là, effectivement, et là pour rebondir sur ce que disait Axel, c'est l'énorme problème de ces outils, c'est qu'ils sont de mauvais outils dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que Facebook, clairement, l'algorithme de Facebook est ultra problématique. Et ces outils-là ne permettent pas toute une série d'usages ou biaisent des usages. Et effectivement, le fait qu'aujourd'hui, ces structures se développent en profitant de la crise. Voilà, on sait bien que les TPE, les PME vont s'effondrer dans les mois qui viennent et qu'Amazon va rafler la mise. Pose question, parce que justement, Amazon ne paye pas ses impôts. Donc, le fait que ces structures prennent la main
sur nos usages, notre quotidien, pose d'énormes problèmes politiques. Le fait, si Facebook est notre espace de socialisation, c'est-à-dire que notre socialisation est déterminée par ce que Facebook peut en retirer en termes de data et en termes de publicité, qui est excessivement problématique. Maintenant, il ne faut pas non plus, je reviens sur ce que je voulais dire tantôt, c'est que de nouveau, le numérique n'est pas problématique en lui-même. Le numérique pose toute une série de questions. Le numérique découle d'un projet moderne qui est de transformer le réel en chiffres. Donc, il n'est pas neutre du tout. Mais de nouveau, c'est le numérique tel qu'il est organisé aujourd'hui. C'est-à-dire un certain numérique de la Silicon Valley et d'une partie de la Chine. Et si vous transformez ces outils, alors aujourd'hui, on a des outils absolument fantastiques. Par exemple, les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, ont sorti du silence toute une série de catégories de la population qui n'avaient pas accès à la parole. Je pense en particulier aux personnes racisées, je pense en particulier aux LGBTQ, qui, sur ces espèces-là, ont pu parler et ont pu interpeller les pouvoirs publics ou les structures capitalistes pour leur demander des comptes. Et là, les réseaux sociaux ont joué un rôle qui est absolument énorme, avec évidemment toutes sortes d'excès. Et donc, ça veut dire que ces usages numériques dans lesquels nous sommes plongés aujourd'hui pourraient être tout à fait repensés, pourraient être tout à fait utilisés autrement. Et la question, je crois, enfin, à mon humble avis, c'est la question du modèle économique qui sous-tend ces outils numériques. Avec d'autres, un autre monde est possible avec d'autres outils. Tout à fait. Je voulais lancer une nouvelle question, mais effectivement, vu l'heure, je pense qu'on va déjà ouvrir les questions au public. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question, qui peut déjà l'écrire, et puis on va activer la caméra ou les micros. On a 12 personnes qui sont connectées en ce moment. Moi, je veux bien dire un truc, mais je ne sais pas si c'est peut-être trop... Écoute, pour l'instant, on n'a pas des questions, donc tu peux aller, oui. J'étais intéressée par ce que Julien et par ce que Axel disait. Julien, dans le fait que finalement, l'e-learning, ou donc tout cet apprentissage par numérique ne fonctionne pas en France. On va tout à fait ravis, nous sommes tous les trois des enseignants détachés et jusqu'à preuve du contraire, et je crois qu'on ne saura jamais le prouver, un enseignant physiquement ne peut pas être remplacé par rapport à ses élèves, dont il a une connaissance, une compréhension, une attention à chaque moment. Et voilà, donc de toute façon, tous ces programmes, et même ce qu'on est en train de faire maintenant, il me reste quand même cette question, est-ce qu'on est en train de construire quoi que ce soit? Enfin, vous voyez, il y a des idées qui volent, etc. Et c'est fort bien, c'est comme si on attendait un exposé, etc. Mais on ne se connaissait pas bien, est-ce qu'on se connaîtra plus? Enfin, est-ce qu'on va du coup... Enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, ce rapport physique, il est tellement à l'essence même d'une construction qu'il doit rester comme une condition nécessaire. Voilà quelque chose que je pose là. Alors, j'entends bien, et j'entends bien chez Axel très clairement, et chez Julia aussi, toutes ces communautés d'intérêt, tous ces gens qui se sont servis du numérique comme de tribune pour exister, pour faire entendre des droits, des mobilisations citoyennes, etc. Et je trouve que c'est effectivement sans doute tout à fait fabuleux et utile. Je pense qu'il y a même des révolutions dites fomentées et qui ont eu lieu grâce au numérique. Il n'en reste pas moins que la logique générale dans laquelle on se trouve souvent, c'est une logique d'intérêt personnel, où en fait l'individu trouve à se contenter lui-même, et ce qui l'intéresse, c'est qu'on l'entende ou que son groupe soit reconnu, et que généralement, ça ne va jamais au-delà. Vous voyez, ce que je voudrais dire par là, c'est que quand je parlais tout à l'heure du gouvernement, la capacité de gouverner qui manque, c'est la capacité de gouverner, c'est pas juste rencontrer des intérêts personnels ou des intérêts d'un groupe, c'est voir au-delà de soi-même. Et c'est ça qui est intéressant à l'époque actuelle, c'est qu'il y a des gens autres qu'on voit, et qu'on voit dans le réel, et qu'on voit parce que eux sont au front, dans des écoles, pas dans des écoles, que ça raconte,
dans des hôpitaux, dans des magasins et des choses comme ça. Donc, ça les fait véritablement exister. Et il y a quelque chose qui serait nécessaire, c'est d'améliorer un état de fait pour tout cela et pas juste pour soi-même. Vous voyez, pas juste toujours son groupe, son intérêt et demander à ce que soit en tant que consommateur, on ait des intérêts un peu plus rencontrés. Voilà. Et je ne sais pas dans quelle mesure un réseau social sert autre chose que de servir des intérêts privés ou un tout petit peu collectifs. Je ne vois pas en quoi ça concerne d'autres, réellement d'autres qui n'existent pas comme moi. Okay. Il y a des gens qui proposent effectivement de se connecter pour poser des questions. Donc, je vais commencer à les inviter à ouvrir les caméras. Alors, on va commencer en ordre. Qui est la première personne qui va poser une question ou qui s'est en tout cas manifestée? Simon, si je ne me trompe pas. Là, je viens d'intégrer Simon. Il faut juste que Simon ouvre sa caméra et son micro. Mais c'est peut-être Henri. Hein. Simon Henri, notre participant, comme il le souhaite. Inviter aussi Frédéric. Il y a aussi Paulina. Je ne vois pas de place pour mettre ma caméra. Ou est-ce que vous m'entendez? Oui, Paulina? On t'entend. Est-ce que vous me voyez? non, on ne te voit pas. C'est Frédéric ou Paulina? C'est Frédéric qui Ah non, parle. là, on ne te voit pas. Mais moi, je n'ai pas de caméra ici dans mon... Je n'ai pas de caméra qui apparaît l'icône caméra, juste l'icône du micro. J'essaie de l'activer depuis ma console. Ça ne marche pas. Je pense que c'est toi qui dois l'activer. Oui, mais il n'y a pas d'icône et je ne l'ai pas vu depuis le début, hein, donc j'ai cherché. D'accord. Frédéric n'a peut-être pas de caméra intégrée. Mais si, j'ai une caméra, j'ai passé toute la journée sur Teams. D'accord. Je n'en peux plus. Voir ma tronche. Écoutez, je vais continuer à chercher si jamais c'est possible de l'activer à partir de ma console. À mon avis, est-ce que c'est pas vous qui avez bloqué les caméras des autres? Non, je pense pas, non. Bon, mais Ben, en tout cas, je te propose déjà. je veux juste donc je suis Frédéric Lecomte, je suis metteur en scène de théâtre et ben, forcément que je travaille aussi dans les questions de cohésion, sur les questions de cohésion sociale avec toutes sortes de publics vulnérables ou non. Et ben, je suis en train de chercher des moyens de faire de la cohésion sociale ou de trouver d'autres moyens de travailler dans le confinement et après le confinement, parce que je pense que ces épisodes vont perdurer ou se reproduire souvent. Donc, il faut absolument s'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire après. Et donc, j'ai ouvert un groupe avec des comédiens ou des demandeurs d'asile avec lesquels je travaille. Et on va chercher ensemble des moyens de faire de la cohésion sociale en confinement sans les réseaux sociaux ou éventuellement avec les réseaux sociaux aussi. Et puis, je suis assistante à l'ULB et comme je ne pouvais pas faire l'atelier de théâtre avec les étudiants de l'ULB, je leur ai demandé de faire un exercice de cohésion sociale avec leurs voisins, voisines et éventuellement leurs colocataires. Et j'ai reçu aujourd'hui les résultats des Master 1 qui ont évoqué toutes les possibilités qu'ils avaient inventées pour rentrer en contact réellement, mais toujours en restant confinés avec leurs voisins, voisines et leurs colocataires. Et donc, il y avait j'avais 12 possibilités, dont certains étaient avec
des trucs, enfin, je veux dire, par vidéo, etc., mais souvent par relation réelle. Et ça les amusait beaucoup. Donc, voilà. Et donc, il y a un groupe à l'ULB qui s'est formé aussi, les Master 1, qui vont chercher aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans le théâtre, alors d'une manière plus générale, après le confinement. Voilà. Donc, des choses, il y a de l'action qui se met en place. On est un peu dans le vague, mais tout le monde a l'air très content de pouvoir le faire. Merci. Merci à vous. Merci Frédéric. Simon, tu voulais poser une question aussi? Tu nous entends? Non, pas pour l'instant, mais je voulais que ce soit plus interactif. Est-ce qu'il y a moyen de visualiser les visages des autres participants? Écoute, en principe, oui, mais je cherche de mon côté, mais c'est pas évident. Je pense qu'en principe, c'est chacun dans son Ah, poste. voilà. Parce que je viens d'une réunion Zoom dans laquelle, effectivement, tout le monde voyait tout le monde. Je pense que ça pourrait stimuler aussi les questions, d'avoir plus d'interactivité. Sinon, Paulina, tu voulais poser une question? Non, j'avais pas de questions. Bonsoir, mais non, je vous écoute patiemment et voilà. Non, pour le moment, j'ai pas de questions. Non. D'accord. Et Julie? Le délégué général aux droits de l'enfant. Et je voulais juste… Ah, c'est muet. Non, ça marche. Voilà. Ça marche. Voilà. Et donc, je voulais juste parler des adolescents, des enfants que nous, on rencontre dans notre pratique. Donc, c'est vrai que là, on est confinés, c'est un peu spécial. On essaie d'aller à leur rencontre. Et donc, voilà, au niveau de l'école, ce qu'ils nous disent, ça rejoint un peu ce que Stéphanie, vous disiez, c'est qu'ils ont… Voilà, même s'ils sont super connectés, certains d'entre eux ils ont tout le matos, ils ne sont pas en atmosphère de classe, ils ne sont pas avec les autres, ils ne sont pas avec le professeur qui est là, ils ne donnent pas simplement cours, ça j'en suis persuadée, mais il aide aussi les enfants, les adolescents à organiser leur savoir, donc tout ne peut pas se faire par le numérique. Et donc je vous rejoins aussi au niveau relationnel. J'ai entendu des juges aussi dans les tribunaux de justice de paix qui sont très, et des avocats qui sont très embêtés parce qu'ils n'ont pas le relationnel avec le justiciable. Donc ça, c'est deux exemples. Et voilà, j'ai écouté l'intervention d'une élue d'une commune du département de la Seine-Saint-Denis qui est très tracassée, et moi aussi je suis très tracassée du manque de présence de l'associatif puisqu'on est confinés. Donc moi je travaille beaucoup dans les quartiers, dans les communes de Schaerbeek et de Molenbeek, où les écoles de devoir, les maisons de jeunes, les AMO, ils font un énorme travail d'accompagnement des familles. Les AMO aussi, ils se sont aussi réorganisés pour être au contact des familles. Donc, il y a le virtuel, c'est des outils, c'est super, ça nous permet de créer des choses, mais le relationnel dans les quartiers, auprès des plus précaires, des plus fragiles, c'est super, super important. Et donc, voilà, moi, personnellement, c'est mes points de tracas. Merci. Tu voulais réagir, Stéphanie? Oui, je pensais, merci pour ton intervention, Julie, mais je pensais à ça effectivement parce que vu qu'on peut sortir ici en Belgique, marcher de manière désintéressée, pas forcément pour aller dans un magasin, est tout de même possible parce que physiquement on a besoin de ça et que c'est autorisé, on croise dans les quartiers des gens. On peut croiser, je pense à ma collègue Sandrine qui me disait, habitant dans un petit village, qu'elle croisait concrètement les élèves avec qui elle avait fait des ateliers philo. À l'épicerie ou même un peu dans la rue, etc. Et donc, ça crée un autre type de rapport parce que les gens, globalement, quand même, ici, sont un peu dehors, quoi, pas seulement à l'intérieur. S'ils peuvent, ils sont un peu dehors quand même. Je pense à ça. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est qu'il y a la poste, il y a le téléphone, et qu'une institutrice que j'avais au téléphone hier m'expliquait, par rapport à des enfants qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas Internet, elle va, donc il y a une demande qui est faite de la part de l'inspection de proposer aux enfants un journal de confinement, c'est-à-dire qu'ils laissent des traces, des bricolages, des observations qu'ils font, de leur vie, quoi, et qu'ils essayent de partager ça avec d'autres, et que quand ça ne peut pas se faire de manière virtuelle, eh bien, on photocopie et on va mettre dans les boîtes aux lettres. Voyez ?
Donc, ça fait un peu ancienne mode, mais il y a encore, bon, moi je vais même proposer des choses de cet ordre-là, réellement, genre courrier des lecteurs, vous voyez, des choses où je me déplace, je mets dans les boîtes aux lettres, je reçois un courrier, ma foi, pourquoi pas. Il y a quelque chose de différent dans l'écriture qui va se jouer que dans un e-core qui s'entend et qui ne se voit peut-être pas comme l'interface qu'on doit utiliser là maintenant, surtout à plusieurs. Vous voyez, je crois. Oui, Julien. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire et à réfléchir sur. Je ne sais pas si les mots ont été employés, mais je vais mettre les pieds dans le plat entre réel et virtuel. C'est vraiment. Moi, je rejoins tout à fait l'analyse de la centralité pour les questions d'enseignement, mais aussi d'animation, tout ce qui est rapport effectivement à l'éducation au sens le plus large, donc pas seulement l'école, mais évidemment tout ce qui est aussi toutes les institutions liées de près ou de loin au secteur de la jeunesse. Étant moi-même détaché pédagogique auprès d'une de ces institutions. Donc la question effectivement du lien interpersonnel est absolument cruciale. Sur les questions d'apprentissage, par exemple, donc, par exemple, voilà, sur le jeu vidéo, il y a eu pendant très longtemps une sorte de mythe qu'il y avait des jeux qui permettaient d'apprendre seul. C'est un mythe. L'apprentissage se fait toujours, sauf vraiment des exceptions, se fait toujours dans l'interpersonnel. Et donc, l'interpersonnel est crucial. Maintenant, je pense aussi qu'il ne faut pas réduire ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on vit aujourd'hui dans le confinement à ce qui est possible via les numériques. Il y a toutes sortes de numériques possibles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de catastrophe. Je pense qu'il n'y a pas d'autre réalité. Personne n'a vu venir ce confinement. Vous avez encore, pour vous donner un exemple, vous avez le président en France qui dit encore 5 jours avant de déclarer le confinement, qui incite les gens à aller au théâtre. Donc, on est dans une impréparation totale des structures en Europe de l'Ouest. Et donc, il y a eu une panique et on s'est rendu compte que tout ce qui existait ne fonctionnait pas ou pas bien. Et donc, on met en place des solutions, mais qui sont du bricolage. Et donc, il y a d'autres choses qui sont possibles. Voilà, ça c'est vraiment très important à dire. Et aussi, il faut bien être conscient aussi de ce qui se passe dans le numérique n'est pas virtuel. Il n'y a pas de virtualité. Ça n'existe pas, la virtualité. C'est une forme de réalité. Ce sont des formes de réalité. Et puis, je voudrais juste terminer sur la dernière intervention, celle de Madame Berler, qui relève un point qui est tout à fait vrai et qui pour travailler régulièrement avec des maisons de jeunes, j'en peux le constater, c'est la violence des inégalités dans lesquelles nous sommes dans la situation actuelle. C'est-à-dire que ce confinement révèle, il révèle deux choses qui, à mon sens, sont absolument évidentes. C'est effectivement la soumission du projet politique à l'économie. Vous avez le nombre de pays qui sont en train de réouvrir ou de refuser le confinement pour des raisons économiques. Ça ne veut pas du tout dire qu'on doit accepter un effondrement de l'économie, c'est pas ça, mais il y a, comme s'il n'y avait pas d'autre projet de société que la croissance économique, hein, toutes les autres, n'en parlons pas, mais aussi, surtout, évidemment, la violence des inégalités sociales. C'est-à-dire que on en avait un tout petit peu parlé à 4 avant, l'idée de réfléchir à pourquoi est-ce que le confinement est si différent pour les classes populaires que pour les classes moyennes et pour les classes supérieures. J'ai dans mes proches des gens qui ont continué à travailler, on a tous continué à travailler, mais qui travaillent en dehors de chez eux. Ils vivent le confinement, l'absence de confinement avec une grande violence. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler dans des métiers qui sont souvent beaucoup plus précaires, beaucoup moins bien considérés, beaucoup plus féminins, beaucoup plus racisés, moins bien payés. Et en plus, ils mettent leur vie en danger. Comment se fait... Et donc ça, je pense aussi, ce confinement a révélé ça, une très grande inégalité. Et la question, évidemment, est d'autant plus inquiétante sur les questions d'éducation et sur les questions de la jeunesse. Comment est-ce qu'on va empêcher, comment est-ce qu'on va maintenir ce lien, comment est-ce qu'on va continuer à créer du lien. C'est-à-dire qu'en gros, la fermeture des écoles, c'est très ennuyant, mais c'est probablement pas catastrophique. Moi-même, quand j'étais en secondaire, j'ai vécu 4 mois de grève. Et voilà, ça n'a posé aucun problème d'un point de vue professionnel et formation. Mais par contre, ce qui est évidemment tout à fait problématique, c'est la perte du lien social, la perte du moment social, la perte de l'échange, et particulièrement par rapport aux inégalités que subissent toute une partie de notre population. Il y a d'autres personnes qui ont envie de réagir? J'ai levé la main, je ne sais pas si vous l'aviez vu. On ne te voit pas. Non, c'est ici, il y a une petite icône pour lever la main. Enfin, voilà. Ah, pardon. Non. Enfin, si je peux intervenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc en fait, pour planter le décor, en fait, moi je travaille pour le comité des élèves francophones
Et je suis chargée de projet d'animation dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence. Et donc, effectivement, pour le moment, on a énormément de travail avec nos jeunes, puisqu'on les sonde, on demande leur avis et voilà, pas mal de choses à faire par rapport à ça. Et donc, je voulais rebondir sur ce que Julien avait dit par rapport aux inégalités. Effectivement, au travers de tous les témoignages qu'on a récoltés jusqu'à présent des jeunes, il y a ce problème, et c'est pour ça que je veux faire un parallèle par rapport aux liens sociaux, c'est qu'effectivement, il y a une grande disparité parce que les jeunes sont déjà coupés de leurs amis, de leur famille, hein, donc ça c'est déjà un gros souci, mais énormément d'entre eux ne disposent pas d'ordinateur, ne disposent pas de téléphone, n'ont pas accès en fait à ce lien numérique en fait. Et là, on n'a pas encore vraiment, nous, en tant que CEF, hein, pour lequel je travaille, développer la question de ces disparités, de ce problème de qui a quoi, mais en tout cas, on est en train d'y travailler, de développer ce questionnement. Mais je voulais simplement réagir par rapport à ça. Donc, il y a toutes sortes d'interrogations qu'on peut avoir là sur les disparités, les inégalités, mais effectivement, il y a un gros souci. Il y a un gros souci à ce niveau-là en termes d'outils. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a partagé, Julie a partagé un article. Je ne sais pas si tout le monde a accès. Oui, si. Merci. Je ne vais pas le lire maintenant. Merci. Non. Non, mais c'est assez intéressant puisque ces personnes sont vraiment des pédagogues de l'enseignement en ligne. Moi, je n'y connais rien non plus, hein, mais c'est un article qui vient de la radio publique américaine. Et donc, eux, ce qu'ils disent est vraiment intéressant dans le sens de que ça ne s'improvise pas et qu'il faut prendre en compte tous les contextes dans lesquels les étudiants sont. Et ils parlent aussi d'établir un lien, de savoir un peu où ils en sont et de voir leur situation économique, émotionnelle et ensuite, après, vraiment travailler sur les contenus. Et je trouvais que leur vision était assez intéressante, même si ce sont des enseignants du niveau universitaire et supérieur. Oui, Stéphanie? Oui, ben je réfléchissais comme ça et j'étais en train de me demander comment tenir compte de ces inégalités. Enfin, maintenant qu'on sait, on le savait déjà, mais je veux dire, je trouve qu'effectivement la remarque de Julien est pertinente. C'est violent d'aller être exposé là où tout le monde dit que c'est dangereux. C'est même dégueulasse. C'est d'une extrême violence de ne pas pouvoir dire au revoir à des morts quand ça arrive et qu'on est séparés brutalement. Il y a des choses extrêmement violentes qui sont en train de se passer sous couvert de pandémie. Alors, je ne dis pas que c'est des mauvais choix, je dis que c'est des choix. Et donc, il devrait y avoir des réparations, si vous voulez, à ces formes de violence, il me semble. Il faudra qu'il y ait des mots, il faudra qu'il y ait des choses qui permettent au moins d'apaiser des gens qui ont des raisons d'être en colère parce qu'ils ont été oubliés, parce que les maisons de repos par rapport aux hôpitaux, quantité de choses qu'on entend quand même partout. Je ne sais pas comment faire moi et qu'est-ce qui se met en place. Alors, j'entends un peu partout, j'ai aussi des mails que je pourrais partager volontiers, des carnets de doléances qui se construisent progressivement avec des mobilisations citoyennes, de réflexion sur des choses qu'il faut pointer concrètement dans les pratiques pour qu'on soit non seulement éveillé, mais surtout pour qu'il y ait des changements réels. Le agir dont parlait Axel. Comment on fait maintenant pour tenir compte de ça et pour faire en sorte que cette violence qui a eu lieu soit dans un processus de pacification et d'apaisement en tout cas. Comment est-ce que la préparation au confinement, c'est une préparation à ça et pas juste à remettre au travail au plus vite des gens pour que le système capitaliste refonctionne de plus belle. Oui, Axel? Oui, juste pour réagir à ce que j'ai entendu de Stéphanie et d'avant, c'est donc l'idée, comme je disais tout à l'heure, là maintenant on est dans le confinement et on peut le penser, hein, on peut en tout cas y réfléchir. Et je pense qu'après, il va falloir agir. Hein. Et donc je prends de nouveau un bête exemple, 8 personnes dans un appartement,
on entend à la radio, parfois il y a un témoignage de la personne qui dit oui, voilà, on est 8, etc., etc. Alors là maintenant, aujourd'hui c'est choquant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire demain pour donner suite à ça? Parce que sinon, c'était juste, ah ben c'était dur, mais heureusement maintenant c'est fini, on peut retourner à nos occupations, quoi. Donc, penser, ok, mais demain, qu'est-ce qu'on va faire et surtout comment on va faire, quoi. Ou alors c'est juste une mauvaise passe et on en sort. Il y a quelques jours, je lisais un article du philosophe sud-africain Achille Mbembe, je ne sais pas si vous les connaissez, qui parlait au sujet du Covid-19 et du coup, de la tragédie historique liée au capitalisme et au colonialisme, comment finalement la pandémie actuelle n'est que la pointe de l'iceberg d'une tragédie humaine, sociale et naturelle. Et puis, il parlait de la nécessité de tout réinventer, en tout cas réfléchir à comment le faire et surtout à partir du social, quoi. Donc, je cite ce qu'il disait, car lorsqu'on travaillait, s'approvisionner, s'informer, garder les contacts, nourrir et conserver les liens, c'est parler, échanger, boire ensemble, célébrer les cultes ou organiser des funérailles n'ont plus lieu que par des écrans interposés. Il est temps de se rendre compte que on est encerclé de toutes parts par des anneaux de feu. Donc là, il propose en tout cas un exercice d'imagination, comment réinventer ce social, cette société, et quelles sont les pistes. Moi, je pense notamment à l'éducation. Effectivement, il y a une responsabilité du politique et notamment des institutions. Alors, il faut commencer par là. Il faut penser à la transformation de ces supra-institutions qui, en tout cas, qui aident ou qui poussent à construire aussi un modèle qui s'impose comme de plus en plus compétitif, basé sur les managements, un modèle qui, n'est pas tout à fait, à mon avis, à construire des liens sociaux. Au contraire, et là, on voit justement l'exemple où on se pose énormément de questions. Donc, ma question, c'est comment imaginer cette transformation, comment réinventer, par exemple, ces liens sociaux. On a eu beaucoup de pistes, par exemple, par rapport au numérique. Mais en parallèle, on sait qu'effectivement, il est un peu séquestré par les capitalismes, même s'il y a des entreprises ou des projets en tout cas un peu plus indépendants. Mais comment en sortir de là, comment construire des rapports de force en parallèle qui puissent aider justement à envisager une société un peu plus solidaire. Ma réflexion, c'est ça. Comment envisager, quelles sont les pistes, en tout cas à partir de la créativité. Je sais qu'il y a des personnes ici entre nous qui travaillent notamment dans les secteurs de l'éducation, du théâtre, de l'art. Donc là, justement, c'est des secteurs où on crée, où on propose, où on met des idées, quoi. Donc voilà, je sais qu'on n'a pas une réponse toute faite à ça. C'est un long processus. Mais je rejoins Julien quand on disait que voilà, les réseaux sociaux, par exemple, ou les numériques, dans un sens large, n'est qu'un outil qui permet justement de construire, mais enfin, derrière cet outil, il y a des vraies interactions, des vraies personnes qui sont derrière. Donc, comment décoloniser justement ces outils de construction, des alternatives. Donc, à mon avis, la lutte doit se passer en parallèle sur plusieurs secteurs, sur plusieurs branches de la critique sociale. Tu vois, Nicolas, il y a dans le chat, pardon, un problème là sur Facebook, une dame qui désirait poser les questions. Je vois que ça défile.
Alors, Ça doit être compliqué de gérer en même temps l'autre interface. je n'ai pas suivi la réponse. Idem qui est rentré. Il y a quelqu'un qui... Bon, la discrimination au niveau des questions. Je crois qu'elle voudrait C'est une personne qui pose une entendre question, cette Claire André, mais je ne la vois pas sur, dans les spectateurs. Elle est sûrement sur... Mais en fait, je pense qu'elle n'est pas inscrite, elle est sur le live, mais donc... sûrement sur les lives, mais effectivement, on a demandé dans l'invitation ouais. de l'activité à s'inscrire sur Zoom pour pouvoir poser des questions. Je peux lire ces questions Facebook ici, hein, si vous souhaitez. Ok, super, comme ça on peut en répondre. Donc, que pensez-vous des conséquences pour les personnes vulnérabilisées, isolées avec le confinement? Elles n'ont plus accès aux soins classiques en ce moment. Leur isolement est encore plus prononcé et on ne parle pas de ceux et celles qui n'accèdent pas plus aux soins depuis un bon moment. Refus de soins, maladies invisibles et orphelines qui entraînent de la déliaison sociale et de l'incurie, le fait de ne plus être en capacité de prendre soin de soi, de son domicile. Les conséquences du coronavirus et du confinement n'annoncent-elles pas une catastrophe sociale et quelles mesures devraient être prises en urgence pour faire en sorte que les plus fragiles aient accès aux soins, à l'aide et retenir des solutions plus efficaces pour que chacun, chacune ait accès à du soutien social adapté à sa situation? Merci Julien. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? Alors, moi, je veux dire, je me suis malheureuse... je me suis présentée au départ et j'ai pris soin justement de me situer pour bien vous expliquer que je réponds à la sollicitation de Nicolas en tant que praticienne philo. Je ne suis pas inscrite dans un mouvement politique. Maintenant, effectivement, il y a peut-être de quoi le faire. J'entends bien la catastrophe sociale annoncée de notre collègue ici qui le dit. Et qu'en penser? Elle le dit elle-même. Enfin, je veux dire, qu'en penser? Effectivement, qu'en penser? Je pense qu'elle dit ce qu'il y a à dire. Alors, on en était à que faire? Bon. Alors, à nouveau, vous voyez, on ne va pas à 3, à 4 comme ça. On peut imaginer et brasser collectivement les choses. Maintenant, c'est intéressant, ces échanges de mails, ces échanges de liens, les réflexions qu'on s'est peut-être déjà faites. Je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce que je peux dire, en tout cas, concrètement, par rapport à cette dame. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rebondir sur cette question-là? Peut-être, en tout cas pour ma part, pour conclure, mais ce qui est très, enfin, ce qu'on peut retenir de tout ceci, c'est en fait la dimension profondément politique de la situation dans laquelle on est, et qui aujourd'hui, sous couvert d'union nationale et de ce genre de choses, effectivement, est peu abordée, mais on sent que ça monte et on sent effectivement une contestation et un désaccord profond sur les décisions et surtout sur la suite. Et c'est effectivement à la fois la possibilité d'un changement, tout comme la possibilité, au contraire, d'une aggravation des violences et des inégalités. Axel, au tout début, laisser entendre des inquiétudes par rapport effectivement à des décisions antidémocratiques qui sont en train d'être prises aujourd'hui, les pouvoirs spéciaux, enfin tout ce genre de choses. Et puis on voit dans d'autres pays ce qui se passe, notamment on parle de traçage numérique des individus. Enfin, voilà, c'est gravissime, c'est une solution qui n'en est pas par rapport à d'autres. Et donc effectivement, ça veut dire que ce sont des questions proprement politiques. Et là, effectivement, et c'est ce que je pense qu'on a tous relevé, c'est l'idée que effectivement là, par rapport à ça, il y a une question d'action. Comment pouvons-nous agir en tant que citoyens, évidemment en votant, mais pas seulement. On a la chance en Belgique d'avoir un pays dans lequel les structures intermédiaires, tout ce qui est ONG, ASBL, etc., a un énorme pouvoir, un énorme impact. Et le gouvernement, en fait, est associé aux décisions. Il prend des décisions, mais il est associé au monde associatif et il est associé aux syndicats, etc. Et donc là, effectivement, il y a un moyen de peser sur ce qui va se passer et il va se passer des choses, ça c'est certain. Oui. C'est à moi que tu dis oui? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Je ne te vois pas, Nicolas. Dans la même logique, quand je disais il n'y a pas de recette, il ne peut pas y en avoir, que tout est effectivement politique, c'est vrai, et c'est déjà maintenant. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas après le confinement, ce n'est pas là que subitement tout va jaillir. C'est comment on pense des plaies, comment on dit bonjour aux gens, est-ce qu'on met
je ne sais pas moi, des dessins à sa fenêtre? Est-ce que ça change quelque chose de mettre des dessins à sa fenêtre? Enfin, il y a tout ça qui se passe tout le temps, en fait, tous les jours. Comment on habite chez soi, comment on est avec ses voisins, s'il y a une vieille personne dans la rue qui ne sait plus se débrouiller toute seule, comment on voit ça ou on ne le voit pas. Enfin, vous voyez, moi, je n'ai pas de leçon à donner aux gens. Chacun voit bien qu'il y a un avant, un après, j'en sais rien. Il y a aussi beaucoup de discours sur tout ça. Mais tout se passe tout le temps dans le quotidien. C'était déjà le cas avant. C'est toujours le cas aujourd'hui, avec un enjeu colossal qu'on a tous les trois bien dit. Quand je veux dire, je trouvais ça intéressant de dire qu'il n'y a pas de virtuel dans le numérique. Non, c'est effectivement bien réel. C'est effectivement bien réel. Et quantité de gens, ils sont absorbés, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, voilà, je n'ai rien d'autre à dire que ça. Il y a des choses qui se passent tout le temps concrètement à faire, à dire, à voir ou pas, à réfléchir ou pas. Évidemment, ça demande des conditions matérielles qui ne sont pas possibles pour tout le monde. Parce que penser ça, avoir un temps, un lieu pour soi, un espace à soi où on peut se remettre les idées au clair, c'est pas possible pour tout le monde, concrètement là maintenant. Parce que ça ne l'est jamais aussi, d'accord? Donc voilà, maintenant si certains peuvent le faire pour d'autres, avec d'autres, je crois que c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je ne vois rien à ajouter non plus, donc je dirais comme Julien, c'est aussi un peu ma conclusion, et en tout cas merci de nous avoir laissé l'occasion d'exprimer ça et de vous avoir rencontrés. Maintenant je te laisse Nicolas gérer la fin évidemment de notre rencontre. Merci pour cette conclusion, et Stéphanie. Malheureusement, Simon, je vois que tu avais envie de poser une question, mais malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'activité. C'est le temps qui nous sommes prévu pour la rencontre. Donc, je vous remercie à vous trois pour ces interventions si intéressantes, ces réflexions si éclairées. Et je remercie également à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont participé, qui nous sont accompagnées, qui ont posé des questions, qui nous ont écoutés sur Zoom, également sur Facebook Live. Et voilà, j'espère vivement pouvoir vous rencontrer sûrement personnellement dans un futur proche, et autour d'une de nos activités sûrement. Et voilà, continuer à réfléchir sur la décolonisation de la pensée, en tout cas sur notre société contemporaine. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.